Béninoises, Béninois, chers compatriotes, si nous ne collaborons pas davantage avec nos voisins, si nos voisins ne collaborent pas davantage avec nous, nous allons déplacer temporairement le problème et le problème reviendra encore vers nous. Bénin peut collaborer avec l'AES. Ce sont des pays voisins au Bénin. Il y a des moments dans l'histoire où tout bascule, pas progressivement, pas avec des signaux d'alerte bien visibles, non, d'un coup, comme un tremblement de terre qui surgit sans crier gare. Et aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, ce moment est peut-être en train de se produire sous nos yeux. Le Bénin, ce petit pays côtier longtemps présenté comme un modèle de stabilité démocratique, est au centre d'une rumeur qui fait trembler les chancelleries, les états-majors et les salons feutrés des puissances étrangères. Une rumeur qui n'en est peut-être plus une possibilité qui devient chaque jour plus concrète, plus réelle, plus inévitable. Et cette possibilité, la voici. Le Bénin pourrait rejoindre l'Alliance des États du Sahel. Oui, vous avez bien entendu. Ce pays que l'Occident considérait comme son dernier rempart fiable en Afrique de l'Ouest. Ce pays qui héberge des troupes françaises dans son nord, en silence, dans le secret et la honte. Ce pays que la CEDEAO regardait comme un allié indéfectible. Ce pays-là est aujourd'hui au bord d'un choix historique. Un choix qui ne concerne pas seulement le Bénin. Un choix qui redessinerait toute la carte géopolitique de la région. Un choix que personne n'osait imaginer il y a encore 2 ans. Et pourtant, le voilà, devant nous. Réel, pressant, inévitable. Pour comprendre où on en est aujourd'hui, il faut revenir en arrière. Il faut revenir au 26 juillet 2023. Ce soir-là, à Niamey, des soldats nigériens renversent le président Mohamed Bazoum. En quelques heures, tout change. Le CNSP prend le pouvoir. Le général Abdourahmane Tiani apparaît devant les caméras. Et dans la sous-région, les téléphones chauffent, les présidents se consultent, les capitales s'agitent. Mais le premier chef d'État à prendre publiquement la parole, c'est Patrice Talon, le président béninois. Et ce qu'il dit ce soir-là va créer une onde de choc dont on ressent encore les tremblements aujourd'hui. Ses mots sont fermes, presque agressifs. Il condamne le coup d'État avec une véhémence qui surprend tout le monde. Pas parce que condamner un coup d'État est choquant en soi, mais parce que le ton, le timing, la posture, tout cela ressemble moins à une réaction diplomatique qu'à une déclaration de guerre. Et au Niger, au Burkina, au Mali, les peuples l'ont compris ainsi. La confiance, ce bien si fragile entre nations voisines, vient de prendre un coup violent. Et une fois brisée, la confiance ne se reconstruit jamais comme avant. Elle laisse toujours une cicatrice. À partir de ce moment, le fossé commence à se creuser. La CEDEAO, sous pression, décide des sanctions contre le Niger. Les frontières se ferment. Et le Bénin, pays de transit naturel pour les marchandises nigériennes, devient soudainement un mur. À Malanville, ville frontière béninoise, des tonnes de marchandises pourrissent sous le soleil. Des commerçants ruinés en quelques semaines. Des médicaments bloqués aux postes frontières. Des dialysés à Niamey qui manquent de traitements vitaux. Des vies en danger à cause d'une décision politique prise dans des bureaux climatisés, loin de toute réalité humaine. Et pendant ce temps, à Cotonou, on continue de parler de démocratie, de valeurs, de principes. Le peuple nigérien, lui, retient une seule chose. Le Bénin a choisi son camp. Et ce camp n'est pas celui des peuples africains. Ce camp est celui de ceux qui, depuis des décennies, regardent l'Afrique comme un terrain de jeu, et non comme un continent d'hommes libres. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que quelques mois plus tard, quelque chose change. Les sanctions de la CEDEAO commencent à montrer leurs limites. Elles frappent les populations, pas les dirigeants. Elles appauvrissent les marchés, pas les élites. Elles tunent les espoirs, pas les ambitions de ceux qui ont pris le pouvoir. Et Patrice Talon lui-même comprend que la situation n'est pas tenable. Il pousse en coulisses pour un assouplissement. Le dégel commence timidement. Des missions diplomatiques béninoises sont reçues à Niamey. Le numéro 3 du CNSP nigérien, le général Toumba Mohamed, fait le déplacement jusqu'à Cotonou. Les ambassades rouvrent progressivement leurs portes. On respire un peu. Mais la méfiance, elle, ne part pas. Elle s'est installée profondément dans les esprits, dans les mémoires, dans les chairs, comme une cicatrice visible sur un visage qu'on croyait ami. Et c'est dans ce contexte tendu, fragile, incertain que les élections béninoises arrivent. Le 12 avril, Patrice Talon ne se représente pas. Un nouveau nom émerge, Roméo Wadbani.
un homme qui a travaillé dans l'entourage de Talon, un homme que certains voient comme son dauphin, son clone politique, sa continuité habillée en changement, un homme que d'autres regardent avec espoir comme une opportunité réelle de rupture. Et c'est là que tout devient fascinant. Parce que quand on lit attentivement son projet de société, quelque chose frappe immédiatement. Son discours sur la souveraineté africaine est fort. Sa vision d'une Afrique qui décide pour elle-même est claire. Sa posture face aux partenariats étrangers laisse entrevoir quelque chose de nouveau. Tout cela ressemble étrangement aux idéaux portés par l'AES. Coïncidence? Calcul politique brillant? Conviction sincère et profonde? Personne ne le sait encore avec certitude, mais les observateurs notent, les analystes comparent. Les pays du Sahel observent en silence. Et le silence du Sahel, en ce moment précis, vaut plus que 1000 discours. Car il faut bien comprendre ce que représente l'AES aujourd'hui. Ce n'est plus simplement une alliance militaire née dans l'urgence et la nécessité. C'est devenu un symbole puissant, le symbole d'une rupture assumée, avec 50 ans de domination postcoloniale. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, ces 3 pays ont dit non. Non aux bases militaires étrangères sur leur sol. Non aux injonctions venues de Paris ou de Bruxelles. Non à une souveraineté de façade qui cache une dépendance totale et humiliante. Et cette posture a trouvé un écho immense dans les populations africaines. Pas seulement au Sahel, dans tout le continent. Les jeunes Béninois la regardent avec admiration. Les intellectuels togolais en parlent dans leurs universités. Les militants sénégalais s'en inspirent dans leurs combats. L'AES est devenue une idée autant qu'une alliance. Une idée de dignité retrouvée. Une idée de destin repris en main. Et les idées, quand elles sont portées par une souffrance réelle et une colère légitime, ne s'arrêtent pas aux frontières. Elles traversent que les murs. Elles franchissent les barrières. Elles s'installent dans les cœurs. Revenons maintenant au nord du Bénin, parce que c'est là que se joue une partie essentielle et secrète de cette histoire. Depuis plusieurs mois, une information circule discrètement dans les cercles bien informés. Des troupes françaises sont présentes dans le nord du pays. Pendant longtemps, les autorités béninoises nient, minimisent, détournent les regards. Des journalistes sont menacés pour avoir simplement posé la question à voix haute. Des voix sont réduites au silence pour avoir osé dire ce que tout le monde savait. Et puis, un jour, le journal Le Monde français, pas africain, pas supposément anti-occidental, pas financé par Moscou, publie. Il confirme la présence de soldats français dans le nord du Bénin. Il précise qu'ils entraînent les forces armées béninoises, ce qui en soi n'est pas scandaleux. Mais il ajoute qu'ils participent directement aux opérations contre les groupes djihadistes sur le terrain. Silence dans les capitales. Malaise dans les chancelleries. Parce que si entraîner des troupes locales et combattre le terrorisme était vraiment le seul objectif, pourquoi le cacher pendant si longtemps? Pourquoi menacer les journalistes qui posaient des questions légitimes? Pourquoi créer autant de secrets et de fumée autour d'une présence militaire présentée officiellement comme bienveillante et fraternelle? La question reste posée, entière, lourde, incontournable. D'autant plus lourde que le terrorisme, lui, ne recule pas. Malgré la présence de ces troupes étrangères dans le Nord, malgré les opérations menées en commun, malgré les équipements fournis et les formations dispensées, les attaques continuent dans le Nord béninois avec une régularité terrifiante. Des soldats béninois meurent, des hommes courageux, des pères de famille, des fils. Des civils sont massacrés dans leurs villages, dans leurs champs, dans leurs mosquées. Et pendant ce temps, dans les pays du Sahel où les forces françaises ont quitté le territoire, certains observent une dynamique différente qui mérite attention. Pas parfaite, pas sans difficulté ni sans perte, mais une dynamique où les armées nationales reprennent confiance en elles-mêmes, où les populations se sentent défendues par leurs propres frères et non par des étrangers aux intérêts opaques, où la lutte contre le terrorisme devient enfin une cause nationale authentique. La question se pose alors naturellement et avec force. Si la présence militaire étrangère au nord du Bénin n'affaiblit pas le terrorisme, mais semble au contraire lui donner de l'oxygène et de la vigueur, quel est le véritable objectif de cette présence? Cette question, les pays de l'AES se la posent depuis longtemps. Et leur réponse est tranchée, sans ambiguïté, sans diplomatie de façade. Selon eux, certaines puissances étrangères entretiennent volontairement l'instabilité dans la région. Pas pour protéger les populations qui souffrent, mais pour maintenir une présence militaire justifiée par cette instabilité même, pour contrôler les ressources naturelles immenses du sous-sol sahélien,
pour empêcher l'émergence de nations véritablement souveraines et indépendantes. Ce n'est pas une théorie du complot née dans l'obscurité des forums. C'est une lecture géopolitique rigoureuse que partagent de plus en plus d'analystes africains sérieux et indépendants. Et quand on observe les faits avec lucidité, qui est présent où, qui combat qui profite de l'instabilité chronique, cette lecture devient de plus en plus difficile à ignorer ou à balayer d'un revers de main. Alors revenons à la question centrale qui brûle toutes les lèvres. Le Bénin peut-il réellement rejoindre l'AES? Officiellement, non. Pas dans l'immédiat. Pas demain matin. Les obstacles sont réels, concrets et nombreux. Le nouveau président, quel qu'il soit, arrive dans un carcan solide. Il hérite d'accords signés par son prédécesseur, qu'il ne peut pas déchirer du jour au lendemain. Il hérite d'une présence militaire étrangère profondément enracinée, qu'il ne contrôle pas. Il hérite de relations diplomatiques sérieusement fracturées avec ses voisins immédiats. Et surtout, et c'est là le point le plus sensible, le plus dangereux, il hérite d'une dépendance structurelle à des puissances qui ne lâchent pas facilement leur emprise sur ce qu'elles considèrent comme leur précaré. Peut-il du jour au lendemain demander aux forces françaises de plier bagages et de quitter le territoire? Peut-il prendre l'avion pour Bamako, Niamey ou Ouagadougou et dire à ses homologues « Mes frères, je suis là, recommençons ensemble ». Politiquement, diplomatiquement, sécuritairement, ce serait extrêmement risqué. Certains disent de même que ce serait suicidaire pour lui et pour son pays. Mais l'histoire ne se lit pas seulement dans le présent immédiat, elle se lit aussi dans les trajectoires longues, dans les tendances profondes, dans les mutations silencieuses qui précèdent les grandes ruptures. Car voilà ce que l'histoire africaine récente nous enseigne avec force. Les changements les plus profonds ne se font pas toujours en un jour spectaculaire. Ils se préparent dans l'ombre, ils s'installent lentement, ils mûrissent dans les consciences. Et parfois, ce que tout le monde considérait comme absolument impossible devient soudainement inévitable. Regardez le Sénégal et ce qui s'y est passé récemment. Regardez l'Angola qui a su se réinventer après des décennies de tutelle. Regardez la Mauritanie qui a tracé sa propre voie contre toute attente. Des présidents placés par des systèmes, par des réseaux puissants, par des parrains politiques influents. Et qui, une fois installés au pouvoir, ont déroulé progressivement leur propre programme. Pas toujours en rupture totale et fracassante avec le passé, mais suffisamment pour que la direction change de manière significative. Suffisamment pour que les peuples sentent une différence réelle dans leur quotidien. L'histoire africaine était pleine de ces moments où un homme arrivé par une porte étroite a fini par ouvrir des fenêtres que personne n'attendait ni n'espérait. Et les peuples, eux, n'ont jamais été ennemis. C'est peut-être la vérité la plus importante à retenir dans tout ce débat géopolitique complexe. Aucun Nigérien ordinaire ne nourrit de haine envers son voisin béninois. Aucun Béninois du marché ou du village ne considère son frère burkinabé comme un ennemi. Les frontières entre ces pays sont des constructions artificielles tracées par des mains coloniales sur des cartes lointaines. Les peuples, eux, partagent des familles séparées par ces lignes imaginaires. Ils partagent des langues, des marchés, des traditions, des mariages, des enterrements, des récoltes. Le problème n'est jamais entre les peuples. Le problème est toujours entre les systèmes qui les gouvernent, c'est les intérêts étrangers qui manipulent ces systèmes. Et c'est précisément pour cela que l'espoir reste vivant malgré tout. Parce que quand un peuple décide vraiment de retrouver son frère, aucun système au monde ne peut l'en empêcher indéfiniment. La géographie, la culture, le sang parlent toujours plus fort que les calculs politiques des puissants. Alors où en sommes-nous réellement aujourd'hui? Le Bénin n'est pas encore dans l'AES, mais le Bénin n'est plus vraiment dehors non plus. Il est dans cet espace inconfortable et révélateur que les diplomates appellent la zone grise. Un espace où les certitudes d'hier ne tiennent plus debout, où les alliances anciennes craquent sous le poids de leurs propres contradictions, où les nouvelles directions se cherchent encore dans le brouillard de l'incertitude. Un espace dangereux, certes, mais aussi et surtout un espace de possibilités immenses. Et dans cet espace, chaque geste du nouveau président comptera double. Chaque déclaration sera scrutée, analysée, disséquée par des dizaines d'observateurs. Chaque déplacement diplomatique dira plus que 1000 communiqués officiels. Chaque silence sera interprété comme un choix. Le Bénin est devenu, malgré lui peut-être, le théâtre d'un des enjeux géopolitiques les plus importants de la décennie en Afrique de l'Ouest. Et le monde entier, Moscou, Paris, Washington, Pékin, Abuja, regarde. Ce qui se joue ici dépasse largement le sort d'un seul pays. Si demain le Bénin choisit réellement de se rapprocher de l'AES,
même prudemment, même progressivement, même en silence. C'est toute l'architecture sécuritaire et diplomatique de la région qui vacille. Le port de Cotonou retrouve sa fonction naturelle de poumon économique pour le Sahel enclavé. Les frontières se rouvrent et les échanges reprennent leur cours naturel. Les populations des deux côtés respirent à nouveau librement. Mais aussi, et c'est là que les puissances étrangères frémissent vraiment, une nouvelle dynamique continentale irréversible s'enclenche. Parce que le Bénin n'est pas seul dans cette situation de carrefour historique. Le Togo regarde avec une attention particulière tout ce qui se passe. Le Ghana observe les évolutions avec une curiosité teintée d'inquiétude. La Côte d'Ivoire sent le vent tourner et cherche à comprendre dans quelle direction. Et si un pays côtier, un pays dit stable et démocratique, un pays longtemps aligné fidèlement sur les positions occidentales, si ce pays-là bascule vers une souveraineté assumée, alors le message envoyé au reste du continent africain est tout simplement historique. Ce message dit ceci, simplement et puissamment. La souveraineté n'est pas une utopie réservée aux pays forts ou au régime militaire. Elle est un choix difficile, un choix parfois coûteux à court terme, mais un choix possible pour n'importe quel pays africain qui décide vraiment de l'assumer. Et c'est peut-être le message le plus puissant que l'Afrique de l'Ouest puisse envoyer au monde entier en ce moment précis de l'histoire. Pas avec des armes, ni avec de la violence. Pas avec des discours enflammés dans des amphithéâtres vides, mais avec des décisions politiques courageuses, prises au nom des peuples, avec des dirigeants qui mettent l'intérêt réel de leur population avant les instructions reçues de capitales lointaines, avec des peuples qui se souviennent enfin qu'ils sont frères avant d'être étrangers. L'attente autour du Bénin et de l'AES est donc bien plus qu'une simple curiosité diplomatique pour spécialistes et analystes. C'est le pouls d'une région entière en train de décider collectivement de son avenir.